Bonjour à tous et bienvenue là, à ce séminaire rendez-vous du laboratoire de agriculture urbaine. Le laboratoire de agriculture urbaine, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme sans but lucratif qui documente, fait de l'intervention, documente par de la recherche, fait de l'intervention, fait de la formation en agriculture urbaine de manière large. Et cette série-là est un moyen là, de faire le transfert des connaissances parce qu'on a aussi ce mandat-là de transfert des connaissances. Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question, est-ce que nous allons enregistrer et est-ce que nous allons diffuser le séminaire après coup? Donc, la première réponse est oui, nous allons enregistrer. La deuxième est on verra si on pourra diffuser. Ça dépend souvent de la qualité de la connexion. Quand la qualité de la connexion, ça va bien, tout va bien. Et savoir aussi si on aura les ressources nécessaires pour faire un montage. Donc, l'enregistrement est facile, mais le montage, des fois, est plus compliqué. Donc, c'est ça, on va essayer de le rendre disponible, mais on ne s'engage jamais à faire ça avec nos séminaires parce que des fois, on n'a pas les ressources pour le faire. Mais si ça se fait, vous serez informé. On vous fera parvenir les informations en ce sens. Donc aujourd'hui, c'est le second séminaire de cette série-là. Le premier était sur la production maraîchère sur toit. Et aujourd'hui, on voulait présenter une étude qui a été réalisée là, dans les dernières années par Adeline Cohen, qui est au laboratoire de l'agriculture urbaine, qui est la coordonnatrice de l'accompagnement économique, recherche et accompagnement économique et services écosystémiques. J'espère qu'Adeline, tu hoches la tête en disant oui, c'est bon, approximativement. Bref, elle coordonne le volet là, économique qui touche aussi la mise en marché. Et dans la dernière année, elle a vraiment fait un gros travail sur les conteneurs, donc la production en conteneurs et en intérieur, donc en environnement contrôlé de manière globale, dont les serres. Et c'est un peu un compte-rendu d'une partie des travaux qui ont été réalisés et qui ont déjà été publiés, comme elle va le mentionner. Donc, Adeline va faire la présentation pendant à peu près, Adeline, ça va durer 1 heure à peu près. C'est ça? Oui, tu dis oui, OK, à peu près 1 heure environ. Et après ça, il va y avoir une période de questions. Les questions vont se faire par chat parce que vous êtes très nombreux. Là. On est déjà rendu 73 et d'autres personnes vont sûrement se rejoindre. Donc, à la fin, vous pourrez poser des questions dans le chat et Marilyn, qui est la coordonnatrice mobilisation des connaissances donc, mobilisation et transfert des connaissances et formation, va les poser à haute voix pour que Adeline puisse y répondre. Alors, Adeline, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? OK. Je vous invite à vous présenter dans le chat et dire qui vous êtes. C'est vrai que vous êtes très nombreux aujourd'hui. On est vraiment content de vous savoir si nombreux, intéressés au sujet de l'agriculture et dans un milieu urbain. Je vais commencer dès maintenant la présentation. Je vais vous parler un petit peu de ces publications qui ont été publiées au courant de cette année. Je crois que c'était à peu près au mois d'avril-mai. On a 5 publications qui sont sorties sur les filières d'agriculture urbaine en intérieur et en conteneur. Donc, on a des fiches économiques, on a des fiches techniques. Et puis aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur le portrait de filières qui sont les 2 portraits de filières là, sur ces 2 types de filières. Ce travail a été réalisé à travers une méthodologie, enfin, il y a 2 types de méthodologies ici, donc un développement d'une base de données d'entreprises. Donc ça a été réalisé à travers une recherche Internet. Il y a beaucoup de recherches sur les entreprises qui existent. Et on s'est concentré sur les entreprises commerciales qui commercialisent leur production. Et puis, à travers une revue de la littérature, il y a aussi beaucoup d'exemples qui sont disponibles à travers la littérature. Et puis, la revue de la littérature a aussi permis d'aller extraire des informations transversales sur les secteurs pour comprendre un petit peu qui sont les acteurs, quels sont les enjeux, quelles sont les opportunités et les avantages de ces types de cultures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet et puis on peut se perdre assez facilement. Il y a beaucoup de conférences,
qui sont prévues là, tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'on se perd dans l'information, et donc notre travail, c'était un petit peu d'aller rechercher des sources solides, des sources transversales, comprendre un peu les acteurs principaux et retransmettre ça de manière claire et concise. Alors, ces rapports, ils s'adressent à tous ceux qui veulent démarrer des projets d'agriculture urbaine, et ceux qui veulent démarrer, ceux qui sont en phase de démarrage, en pré-démarrage. Ça s'adresse aussi à tous ceux qui s'intéressent au sujet, qui veulent par exemple des propriétaires immobiliers qui voudraient peut-être accueillir des serres sur leur toit, ou bien des fermes à l'intérieur de leur bâtiment, pour mieux comprendre un peu le secteur. Et puis les gouvernements locaux et à différents niveaux de gouvernement, pour qu'il y ait une compréhension globale là, sur le secteur. Alors, je vous inviterai à aller voir les fiches économiques et techniques plus tard. Elles sont disponibles sur nos sites, sur le CRETO, Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine, dans la revue, enfin dans la section ressources publications. C'est très facile à trouver, je suis sûre que vous allez pouvoir les trouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. On va parler un petit peu de l'historique du secteur, de ces deux secteurs, de l'évolution géographique. C'est vrai qu'il y a une évolution importante en Amérique du Nord, mais pas que. Et puis, c'est intéressant d'aller voir comment ces secteurs se développent dans le monde. Je vais vous faire quelques portraits d'entreprises à partir des données collectées dans notre base de données. Je vais vous présenter des modèles d'affaires, je vais vous donner quelques exemples. Alors, ce n'est pas très exhaustif, je vais vous donner des exemples pour vous montrer un peu la diversité de modèles d'affaires qui existent. C'est vrai qu'il y a énormément d'entreprises. Et enfin, on va parler des opportunités, des défis, et puis j'ai quelques annonces à faire en fin de présentation sur des recherches futures. Alors, je voulais parler un petit peu de vocabulaire. C'est vrai que souvent, j'entends parler des francophones qui utilisent les termes anglophones. Quand on parle des fermes en intérieur, on parle de indoor agriculture, on parle de plant factory with artificial lighting. Ça, c'est le terme qui est utilisé surtout en Asie. Donc, en français, on parle de ferme en intérieur et puis de sériculture urbaine. Donc, je fais un petit schéma en fait, notre champ d'études. On a voulu se concentrer sur les fermes en intérieur qui se trouvent en périmètre urbain, qui est la quasi-totalité des fermes, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui se situent en zone agricole. Donc, on les a observées, mais elles n'ont pas fait partie de notre base de données. Et puis pour la sériculture, on sait que c'est un domaine très développé qui est en pleine croissance, au Québec en particulier. Et nous, on s'est concentré surtout sur les serres qui se situent en zone urbaine. Alors aussi, quand on a délimité notre étude, on a voulu vraiment se concentrer ces fermes qui sont vraiment en pleine expansion en ce moment et qui utilisent la technique hydroponie, aéroponie principalement, qui sont des techniques en agriculture, d'agriculture en environnement contrôlé. Puis on s'est concentré sur les filières de maraîchage, c'est-à-dire qu'on a exclu, en fait, il y a un certain nombre de sites de production qui sont des sites de recherche qui ont été exclus de notre base de données. Tout ce qui est aquaponie a été exclu, toute la culture de cannabis ou la culture de micro-pousses. Donc on a voulu vraiment se concentrer sur le maraîchage et vous allez voir la plupart des espèces cultivées en maraîchage, ce sont des légumes-feuilles, des fines herbes, un petit peu de fraises. Et puis, en sériculture, il y a une plus grande diversité, bien entendu, avec tomates, concombres, poivrons, etc. Mais c'était le principal objet de notre étude. Et puis, pour les serres, on s'est concentré sur les serres permanentes, c'est-à-dire qu'on a exclu tout ce qui est tunnels, etc. Alors, je vais parler du développement d'abord au Canada. Alors, en fait, comme on voit sur ce graphique, le graphique d'en haut et d'en bas, ce sont les nombres de sites qui sont présents, sites de production qui sont présents en structure bâtie au Canada. On voit que le secteur a commencé à se développer
autour des années 2010. Donc, au début des années 2010, il y a eu quelques entreprises qui se sont développées à ce moment-là. On pense par exemple en Nouvelle-Écosse à TrueLeaf en 2011, et puis il y a eu Local by Ata qui est au Nouveau-Brunswick en 2013. Et puis l'évolution a été un petit peu lente jusqu'au milieu des années 2010, où là on a eu un bond qui s'est fait où un grand nombre de sites de production se sont installés. Et puis on le voit, se sont installés dans la figure 3, là, en bas de votre écran, dans plusieurs provinces du Québec et même territoires. On a une en territoire du Yukon euh, qui est une entreprise en développement. Et elles se sont surtout développées en Ontario et Québec. Donc, c'est-à-dire qu'on remarque que bien que les provinces pionnières étaient plutôt la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, c'est plutôt en Ontario et au Québec que la tendance s'est concrétisée un peu plus, il y a eu plus de développement. Alors en 2020, on avait 17 sites de production qui représentent 16 entreprises. Au Québec, il y a 7 sites de production. Et ces données sont déjà obsolètes là, depuis le moment où on a publié ces données. Moi, j'ai déjà recensé au moins 3 nouveaux projets, là, 2 au Québec et 1 en Alberta, qui sont en cours de développement. En ce qui concerne les exploitations maraîchères en conteneurs, donc là on est toujours dans les fermes en intérieur, on constate que le développement a été un peu plus lent à commencer. Ce n'est qu'autour des années 2018 qu'on a commencé à voir de plus en plus d'entreprises qui produisent en conteneurs. Et puis, les conteneurs se situent surtout en dehors du Québec. Il y en a assez peu en fait au Québec, il y en a juste 2, il y en a 3 en développement. Et 21 entreprises ou 21 sites de production, je devrais dire, et 9 en développement dans tout le Canada. Et on voit qu'elles sont vraiment réparties dans tous les provinces et les territoires. Et puis surtout, ce qui est intéressant pour la production en conteneurs, c'est qu'elles trouvent un intérêt à se développer, ou en tout cas, on trouve un intérêt au développement dans les territoires du Nord, dans des zones un peu reculées où il y a moins d'accès peut-être à une alimentation fraîche et saine. Et donc, on voit ces développements se faire. Alors, si on se concentre plus au niveau mondial, alors là, je parle toujours du maraîchage en intérieur. Le développement a commencé dans les années 70-80, mais il y a eu quelques épisodes, c'était vraiment épisodique. Aux États-Unis, il y a 1 ou 2 fermes qui se sont installées. Puis à l'époque, les lumières d'ailes n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui. Puis justement, ces fermes n'utilisaient pas des lumières d'ailes, elles utilisaient des lumières, des lampes à sodium. Puis au moment où le coût de l'électricité a augmenté, ces fermes ont fermé, qu'elles n'étaient plus du tout rentables. Et on a eu un épisode aussi aux Pays-Bas dans les années 80. Et c'est vrai que la tendance s'est plus installée. Alors, dans les années 80-90, d'après le Japanese Plant Factory Association, qui est une association qui a fait beaucoup de recherches au Japon sur l'agriculture en intérieur. Donc, ces informations proviennent de cette association qui dit que les fermes se sont développées surtout dans les années 80-90, qu'il y a eu un petit peu un flottement par la suite, et puis un nouvel essor dans les années 2010, en même temps que l'essor qui a eu lieu en Amérique du Nord. Puis en Europe, le développement a été plus tardif. C'est plutôt la fin des années 2010 qu'il y a eu quelques entreprises qui ont commencé à se développer. Si on regarde en fait notre base de données, on a pu trouver 77 sites de production dans le monde. C'est beaucoup moins que diverses sources là, que l'on a pu qu'on a pu obtenir là, dans la littérature. Certaines sources parlent de 500 fermes en intérieur dans le monde.
peut-être 200 au Japon, 110 en Chine, etc. La différence là, entre notre base de données et ces données-là, c'est que c'est dans la définition en fait, de ce qu'est une agriculture, une ferme en intérieur, c'est-à-dire que dans ces chiffres-là, il y a probablement des sites de recherche, il y a probablement de l'aquaponie qui n'a pas été dans notre échantillon, et il y a probablement des fermes de micro-pousses, etc. Et si on se concentre vraiment sur l'agriculture en zone urbaine pour les fermes en intérieur, en structure bâtie, nous avons trouvé 77 entreprises. Alors, elles se situent surtout en Amérique du Nord, il y en a 45. En Asie, alors c'est possible qu'il y en ait plus en Asie. Je vous invite d'ailleurs à regarder les publications du docteur Kozai qui sont publiées là, presque chaque année, qui font souvent des recensements. Je pense que la publication de 2015 a un recensement un peu plus large. Je vous invite à aller voir ça. Et puis en Europe, il y a 7 entreprises et 2 en démarrage. Finalement, dans le monde, 14 entreprises en démarrage. En ce qui concerne l'agriculture en serre, en milieu urbain, on a voulu recenser là, le nombre de fermes existantes. On constate que ces entreprises-là, il y en a assez peu. Hein. Si on compare ça à la sériculture au Québec, en 2018, il y avait 468 entreprises qui produisaient en serre. Ici, dans le monde, on voit qu'il y a un peu moins de 25 entreprises qui produisent dans des serres au sol, et puis une quinzaine qui produisent dans des serres sur toit. Donc, c'est clairement minime hein, comparé à l'agriculture en zone rurale. Mais c'est intéressant de voir que ces entreprises ont vraiment et je vais en parler un peu plus tard, des modèles d'affaires très spécifiques qui impliquent beaucoup plus la communauté dans leur travail. Il faut savoir qu'au Québec, le MAPAC s'est donné l'objectif de doubler la superficie de serre en 5 ans. Ça, c'est la stratégie de croissance des serres qui a commencé en 2020. Et à travers cela, on a un certain nombre de programmes de financement, d'infrastructures, ainsi que des rabais sur l'électricité qui peuvent aider les serres à se développer. Puis les fermes en intérieur aussi sont éligibles pour une certaine partie de leurs équipements. Et donc, c'est dans un contexte vraiment très dynamique hein, qu'évoluent les serres européennes, même si les surfaces d'exploitation sont moins élevées qu'en zone rurale. Voilà. Une autre chose que je voulais vous partager avec vous, ce sont la répartition géographique. Alors, ce qu'on voit, c'est que les serres urbaines se concentrent surtout en Amérique du Nord. Il y en a 24 en Amérique du Nord et puis beaucoup moins en Asie, en Europe, au Moyen-Orient. Sauf pour les serres sur toit qui se retrouvent un peu plus en Europe. On en a 3 qui sont actuellement en activité, puis 9 en développement. Et notamment grâce à ce projet qui s'appelle le projet Growth, qui est un partenariat entre 11 organismes publics et privés. D'étudier la réduction d'émissions de CO2 par les villes en développant des projets de fermes sur toit qui récupèrent la chaleur perdue ou le gaz carbonique des bâtiments pour les utiliser pour le chauffage des serres ou pour le CO2, pour l'utilisation pour la production agricole. Et je vous invite à aller regarder un petit peu plus ce projet-là parce qu'on est un petit peu à la fin d'un cycle de financement et en ce moment, il y a beaucoup de webinaires qui sont organisés, notamment le mois prochain. Donc, je vous invite à aller regarder ce projet et puis peut-être participer aux webinaires qui vont nous apprendre un petit peu plus sur les enseignements de ce projet. Juste prendre un verre d'eau. Alors, en ce qui concerne les financements, les fonds actuellement investis par les fermes en intérieur proviennent principalement
d'investissements privés ou de sociétés de capital risque. Et on voit ici, donc sur ce graphique, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la première barre, ce sont les investissements pour les serres urbaines. La seconde, ce sont les fermes en intérieur. Et la troisième, ce sont les systèmes agricoles émergents qui sont plus larges, là, qui incluent par exemple la production d'insectes, la production d'algues. Donc tous ces systèmes agricoles qui émergent là, depuis les dernières années dans le monde. Et on voit que les investissements sont assez conséquents, notamment pour les fermes en intérieur. D'après les sources qu'on a consultées, qui sont Crunchbase et les rapports d'investissement de Hackfunder, ce sont des sites et des organismes qui recensent les financements officiels qui ont été médiatisés, on va dire. Bien entendu, il y a des financements en plus là, qui ne sont pas comptés ici, qui sont des investissements privés qui n'ont pas fait l'objet de communication externe. Mais en tout cas, pour les fermes en intérieur, on a 15 fermes en intérieur qui ont obtenu des financements combinés de 1,6 milliard de dollars canadiens ici. Donc, c'est assez conséquent. Et en ce qui concerne les serres urbaines, les financements sont un peu moindres. Il y a 3 principales fermes qui ont obtenu une valeur combinée de 450 millions de dollars, ce qui est 3,5 fois moins là, que les fermes en intérieur. Puis on peut penser en particulier la ferme en intérieur là, qui a obtenu le plus de financement, 700 millions de dollars, c'est la ferme Plenty qui est aux États-Unis. Et puis la serre urbaine qui a obtenu le plus de financement, c'est Bright Farms à 280 millions de dollars. Alors, je vais passer un petit peu plus à l'analyse de la base de données. En fait, lorsqu'on a recensé là, les 77 sites de fermes en intérieur, on a voulu savoir où est-ce qu'elles étaient situées. Notamment, est-ce qu'elles étaient plutôt au centre de métropole, est-ce qu'elles étaient plutôt dans des villes couronnes, là, aux alentours de métropole, ou bien dans des villes ou des villages, sachant que tous ces sites-là là, sont en zone urbaine. Et ce qu'on constate pour les fermes en intérieur, en structure bâtie, c'est qu'elles sont plus d'un tiers là, à être situées dans des centres de métropole, donc vraiment proches de leurs consommateurs, ou dans des villes couronnes. Et beaucoup moins sont situés à l'extérieur des grandes agglomérations, dans des villes ou des villages, dans le tissu urbain là, de ville ou de village. Alors que pour les fermes en conteneurs, c'est une tendance qui est un peu différente. Alors, les échantillons sont un petit peu plus faibles, il faut faire attention, mais elles sont plutôt situées dans des villes ou des villages. Et notamment, c'est intéressant de voir parce que ce sont des entreprises qui souvent travaillent en circuit court, ont une clientèle de niche qui se situe vraiment très proche d'eux. Et on peut voir que ces entreprises-là peuvent aller dans des plus petits marchés, puis des zones reculées, là, comme je l'ai dit un peu plus tôt. En ce qui concerne les serres urbaines, on voit ici que les implantations sont surtout dans des métropoles, dans le centre de métropole. Et ça, c'est vraiment intéressant de constater parce que, et on va le voir plus tard, là, ce sont des entreprises qui sont souvent très en contact avec leur clientèle, qui ont dans le modèle d'affaires une interaction, que ce soit de l'éducation ou l'organisation d'événements, etc. Et on comprend pour cela que ces serres vont aller se situer plus dans les centres de métropole. Alors, lorsqu'on regarde les superficies des serres, alors on a cherché à recenser un petit peu lors de notre recherche, la taille des exploitations. Souvent, les entreprises partagent la superficie au sol, en mètres carrés, en pieds carrés, et rarement ils donnent la superficie combinée de la surface de production. Dans les fermes en intérieur, il y a plusieurs étages, et donc une superficie qui est peut-être plus large que la surface au sol.
Mais ici, on regarde plus la surface au sol, et puis c'est des exploitations complètes. Donc, ça peut être la surface de production, mais aussi les bureaux, les lieux de stockage, les zones où les emballages et les livraisons, le départ de livraison se font. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande disparité dans toutes les fermes, quelle que soit la zone géographique. On a une forte disparité en Asie, aux États-Unis, en Europe, et puis moins de disparité au Québec et au Canada, au Moyen-Orient. Et ça va de quelques centaines de mètres ou quelques dizaines de mètres carrés jusqu'à 2,5 hectares pour les fermes les plus grandes. Mais si on regarde la moyenne, on est beaucoup plus bas, on est autour de 4000 mètres carrés, 4000, 5000 mètres carrés. Et au Québec, c'est plus bas que ça, c'est autour de 1000, à peu près 1000 mètres carrés. Pour les serres, on a aussi une grande diversité dans les tailles. Donc, si on regarde, ça va entre 2000 m² et 8000 m² en moyenne pour les serres au sol. Et puis, pour les serres sur toit, ça va de quelques centaines de mètres carrés à 6000, 7000 m². On connaît la ferme la plus grande au monde, située à Montréal, je crois que c'est 1,4 hectares. Ce sont les fermes Loufa, leur dernier site de production qui a été installé en 2020. Et donc ici encore, on voit quand même des grandes différences entre les zones géographiques. En ce qui concerne les modèles d'affaires, ce qu'on constate en fait, c'est qu'entre les fermes en intérieur et la sériculture urbaine, on a une différence marquante. Pour les fermes en intérieur, il y a 96% des modèles d'affaires qui sont axés sur la production alimentaire. Donc c'est vraiment produire et puis livrer la production fraîche, avec quelques exceptions où il y a des modèles avec de l'insertion professionnelle, de la formation, une partie de distribution ou de la vente de matériel. Alors que pour la sériculture urbaine, on a une plus grande proportion de modèles d'affaires qui sont mixtes, dans le sens où il y a la production ramène une partie du chiffre d'affaires, mais il y a aussi de la distribution d'autres produits, des formations, de la restauration, location d'espace, ou bien l'intégration à une structure plus grande comme des jardins communautaires ou l'offre de services conseils. Alors, je vais vous donner un petit peu quelques exemples. En fait, je voulais vous donner une idée des fermes et de ce qu'elles font. Je vais parler surtout des entreprises québécoises. Donc, par exemple, on a la boîte maraîchère. Donc là, c'est une entreprise qui développe la production dans des conteneurs. Mais au lieu d'avoir juste un conteneur, comme on le voit souvent au Canada et ailleurs, c'est un complexe entre 10 et 16 conteneurs. Là, ici, sur la photo, on voit un complexe de 16 conteneurs, dont 10 sont dédiés à la production. Et la production est principalement axée sur la production de laitue. La distribution se fait dans des chaînes de distribution classiques, telles que Métro, Sobeys, etc., et puis des grossistes de restaurateurs. Et la boîte maraîchère est intéressante parce qu'elle a plusieurs sites de production, c'est-à-dire des partenaires qui sont indépendants, chacun les uns qui travaillent ensemble pour le marché. C'est-à-dire que la boîte maraîchère va négocier des contrats de distribution pour l'ensemble de ces fermes. Et ça fait partie un peu du modèle d'affaires que de vendre ensemble leurs produits. Et puis la boîte maraîchère vend aussi des modèles de production. Et donc ça fait aussi partie du modèle d'affaires que de vendre des complexes de fermes. Ici, on a un exemple d'un OBNL, un organisme à but non lucratif, qui fait de la production en intérieur et qui a intégré toutes les activités de l'OBNL. Donc, la mission de la butineuse de Vanier, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des familles et des enfants de Vanier. Elle produit une grande diversité
diversité de légumes feuilles, like chou frisé, pak choy, basilic, laitue, etc. Puis ils s'essayent aussi sur des tomates, des fraises, des poivrons, etc. La distribution se fait sur place. Il y a une boutique dans l'enceinte du bâtiment. Et puis, une transformation en interne qui va aller dans les plats cuisinés qui vont être soit donnés, soit vendus à des prix réduits. Et c'est ça, le modèle d'affaires est vraiment très diversifié. Il y a aussi une ferme sur toit, il y a des ateliers de cuisine, des ateliers de jardinage, la transformation, aussi des dons à des banques alimentaires. Et puis, il y a une partie de l'espace qui est louée à des organismes ou des particuliers. Ici, c'est la ferme Aquaverti. C'est une ferme qui est située à Montréal, qui a pour but d'apporter des produits de haute qualité à des prix raisonnables et favoriser l'agriculture locale et durable. Les productions principales sont la roquette, des variétés de laitue, du chou frisé et d'autres variétés en développement. Et ici encore, on a une distribution plutôt dans les chaînes de distribution IGA Métro. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est centré sur la production agricole et puis avec une robotisation d'une partie des tâches. Ferme d'hiver est un autre exemple de ferme qui, cette fois-ci, se concentre plus sur la fraise, qui est produit en terreau, mais en système hydroponique. L'idée, en fait, de ferme d'hiver, c'est de mettre en place un réseau de fermes pour la production maraîchère hors saison et aussi de jumeler la production en intérieur avec la production séricole. Et en fait, valoriser la chaleur qui est émise par notamment les lampes d'ailes pour chauffer les serres. Donc ici, il y a un site de production qui est situé en zone urbaine, mais c'est vrai qu'il y a aussi des sites de production en zone agricole. C'est un petit peu un modèle hybride. Et la distribution se fait dans différentes chaînes de distribution. Et sous la marque Fraise d'hiver. Et en fait, le modèle d'affaires de ferme d'hiver est intéressant dans le sens où il y a une sécurisation des contrats de distribution, un peu comme la boîte maraîchère, et puis le financement des fermes en intérieur et le contrat de service avec le maraîcher hôte, c'est-à-dire que ferme d'hiver est un petit peu propriétaire là, des fermes qu'il va vendre à différentes fermes existantes, même maraîchers existants, et ils sont partenaires là, pour opérer la ferme. J'imagine que vous connaissez les fermes Loufa qui ont pour mission de cultiver des aliments durables là où les gens vivent. Alors là, ce sont des serres sur toit qui sont situées, il y a 4 serres sur toit qui sont situées dans Montréal et ses alentours. Production de légumes, de laitue, légumes feuilles, et puis la distribution se fait à travers les paniers qui sont livrés soit à des points de chute, soit chez les particuliers directement. Et ici, le modèle d'affaires se concentre à la fois sur la production, mais aussi sur la distribution de produits de ferme locale. Une autre serre qui, cette fois-ci, fait partie d'un OBNL quartier nourricier. Donc la mission ici, c'est de donner accès à des produits frais et locaux à la population du quartier centre-sud. La production, en fait, se fait en 2 temps. Première partie de l'année, il y a le développement de semis qui vont être vendus aux résidents du quartier. Et puis la deuxième partie de l'année, il y a une production de légumes, tomates, verdurettes, etc., qui est aussi vendue et qui peut être aussi vendue dans des marchés solidaires, à la ferme ou bien à des écoles pour leur bar à salade. Donc ici, le modèle d'affaires est concentré un peu plus sur l'aspect social et il y a par exemple de l'insertion socio-professionnelle qui est soutenue par des subventions. Et puis la vente de produits est aussi une source de revenus.
Et puis finalement, je parle des serres du dos blanc qui sont situées aussi à Montréal, dont la mission c'est aussi la production et l'insertion professionnelle. Et donc la production c'est du maraîchage et la distribution est assez diverse. Elle se fait en épicerie, dans des institutions, dans des marchés, dans des paniers pour les membres d'une coopérative et puis dans les banques alimentaires. Et ici encore, on a des programmes d'insertion socio-professionnelle et des subventions ainsi que la vente de produits. Alors, donc on a vu une grande diversité, puis je voulais vraiment vous montrer un peu la diversité des modèles d'affaires. J'espère que c'était utile pour vous de voir quelques exemples. Il y en a beaucoup et je pourrais continuer là, pendant des heures, mais je voulais parler maintenant en gros des avantages hein, de la production en environnement contrôlé. Ça, ce sont des avantages qui sont documentés dans la littérature et puis beaucoup par les entreprises elles-mêmes qui prônent leur mode de production. La production à l'année longue, c'est un avantage qui permet une certaine autonomie alimentaire pour éviter d'importer les produits, on peut les produire à l'année longue. La réduction du transport, notamment lorsque les entreprises sont situées en ville, ça permet de réduire le transport et d'avoir des produits plus frais plus longtemps. Avoir des produits de qualité cultivés sans pesticides, c'est un avantage que beaucoup d'entreprises prônent et qui permet de mettre avant leurs produits. La consommation d'eau réduite, si vous allez regarder dans la fiche technique, on a un petit peu plus de détails là, sur la consommation d'eau. Il y a, en moyenne, là, les entreprises parlent souvent d'une consommation qui est de 10 fois moins que la production en champ. La production hors sol aide à faire une économie d'espace agricole. Ça s'affranchit en fait du sol et donc de pouvoir produire vraiment n'importe où en milieu urbain, même dans un endroit où il n'y a pas de terre agricole. Et puis l'affranchissement des aléas climatiques qui peuvent contribuer à la résilience du système alimentaire. Alors c'est vrai que l'agriculture urbaine et puis ce type d'agriculture n'est pas là pour remplacer le système agricole dans les zones rurales, mais ça permet une certaine redondance et qui soutient en fait la résilience du système alimentaire. Et puis finalement, il y a une opportunité de s'inscrire dans la transition écologique des villes et on le voit notamment avec l'économie circulaire, des opportunités d'économie circulaire qui se font ressentir. Par exemple, quand on parle de serres urbaines, souvent elles peuvent se situer sur un toit et récupérer l'énergie résiduelle du bâtiment sur lequel elle est, ou bien on peut penser notamment au Québec à un grand nombre de centres de données qui émettent beaucoup de chaleur qui sont actuellement perdus. Et puis, si on peut combiner des serres avec des centres de données ou bien des industries agroalimentaires là, qui souvent émettent beaucoup de chaleur, ça permet d'une part de valoriser cette chaleur, mais aussi de réduire les coûts d'opération liés au chauffage des serres. En ce qui concerne les défis, alors on a de l'information dans différentes publications ici, donc là je retransmets un petit peu les défis qui sont par les entreprises dans différentes publications. La première, c'est le besoin au démarrage, qui se ressent beaucoup pour les entreprises, notamment parce que c'est un secteur en émergence, qu'il y a peu d'informations, peu de connaissances technico-économiques qui sont publiques, puis c'est un petit peu notre travail là au laboratoire de développer ces connaissances. Besoin d'accompagnement, besoin de financement et d'accès au foncier. C'est vrai que s'installer en zone urbaine, les fermes sont en compétition avec beaucoup d'autres entreprises ou projets qui entrent en compétition avec ces fermes. Donc, bien entendu, l'accès au foncier est un enjeu. Les coûts d'installation sont un enjeu. Il y a des publications qui montrent que les coûts d'installation sont encore élevés pour que le développement se fasse de manière plus importante.
Donc là, on parle surtout du coût des équipements de chauffage, ventilation et climatisation, les coûts des éclairages, etc. Ensuite, on a un accès à la main-d'œuvre qualifiée qui peut être un enjeu. Alors, il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment là-dessus. Il y a l'université de Cornell qui a fait une étude sur 21 fermes, leur a demandé quels étaient les principaux enjeux en termes de main-d'œuvre. Et ce qu'on apprend, en fait, c'est que d'abord, les compétences horticoles ou les compétences sur la connaissance de l'environnement contrôlé, ce sont des compétences qui sont recherchées, mais qui peuvent s'apprendre sur le tas, là, sur place, dans l'entreprise, alors que c'est plus les compétences de gestion, gestion du personnel, gestion de l'entreprise qui sont jugées plus vitales. Et d'ailleurs, vous regarderez dans le rapport, il y a des références à un panel d'entrepreneurs dont leur entreprise a fermé. Et pour eux, c'était la gestion du personnel qui a été un facteur là, dans leur fermeture. C'est quelque chose à vraiment regarder. Au niveau des connaissances technologiques, il y a aussi un fort besoin, puis notamment pour la réparation des équipements. Donc ça, c'est les données que l'Université de Cornell nous fournit. Et puis, il faut savoir aussi que la main-d'œuvre dans ces secteurs-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est assez jeune. Les entrepreneurs, par exemple, dans les fermes en intérieur, 30% ont moins de 30 ans. Dans les fermes en conteneurs, 40% ont moins de 30 ans. Et puis souvent, ils ont peu d'expérience agronomique. Dans les fermes en intérieur, il y a 40% qui n'ont aucune expérience agricole. Et dans les fermes en conteneurs, c'est 83% qui n'ont aucune expérience. Donc, on comprend ici vraiment le besoin d'accompagnement, démarrage, du fait de ces facteurs-là. Un autre défi, c'est l'empreinte carbone. Alors, ça dépend vraiment de la source énergétique. Dans le rapport, là, on parle de 2 études en particulier qui ont fait des analyses de cycle de vie pour les fermes en intérieur et pour les serres. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la principale source, la demande énergétique, c'est pour le chauffage et pour l'éclairage, et que dépendamment de la source, quand c'est une source avec des énergies fossiles, on a une empreinte carbone qui peut être supérieure dans les cas étudiés à la production en champ. Il y a une étude de la WWF qui tout de même a regardé comment l'empreinte carbone change si on avait un apport énergétique d'une source verte. Et ce qu'on constate, c'est qu'avec une source verte, l'empreinte carbone est inférieure à la production en champ. Donc ça laisse à penser que au Québec, là où la source d'énergie pour l'électricité est principalement une énergie verte, on pourrait avoir une empreinte carbone qui est vraiment inférieure par rapport à d'autres zones géographiques qui utiliseraient des énergies fossiles. Et puis finalement, le dernier défi, c'est les avancées technologiques. Ça pose beaucoup de questions, notamment pour les personnes en démarrage qui doivent choisir la technologie adaptée pour optimiser la production, avoir un rendement le meilleur, des coûts de production les plus faibles. Et d'un autre bord, le fait que la technologie évolue très rapidement et il faut faire des choix. Est-ce qu'on choisit la technologie la dernière technologie ou une technologie d'une génération inférieure? Et puis le fait que une fois qu'on est installé, c'est difficile de changer les équipements, ça a un coût supplémentaire. Donc il faut faire les bons choix, puis c'est vraiment un défi qui a été recensé là par de nombreuses entreprises. Donc finalement, en conclusion, là, sur cet état des lieux des 2 secteurs, on a des données de base, d'informations qui permettent de commencer à comprendre le secteur. Ce sont des références utiles pour tout entrepreneur et personnes qui accompagnent les projets. Puis, on sait qu'il faut approfondir la recherche agronomique, il faut approfondir la recherche économique. C'est notre travail un petit peu de faire ça. Et puis,
On a vraiment des opportunités qui s'offrent quand même avec ces deux secteurs pour répondre aux stratégies provinciales, municipales au Québec. On pense la stratégie d'agriculture urbaine de Montréal, stratégie d'agriculture urbaine au Québec, les stratégies en économie circulaire. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent pour répondre à ces stratégies. Donc, c'est assez positif. Et puis pour terminer, j'ai presque fini, mais je voulais vous parler d'une étude économique pour laquelle on est en partenariat avec l'Université du Michigan, qui fait partie du projet Optimia, qui est un projet interuniversitaire qui étudie en particulier la production de légumes feuilles en intérieur ou en serre. Et actuellement, faisant partie de ce projet, c'est un projet de 4 ans, nous allons lancer dans les prochaines semaines, en octobre de cette année, une enquête sur la main-d'œuvre, les temps et les coûts de main-d'œuvre pour la production des légumes feuilles en intérieur. Je pense que c'est aussi possible de participer si vous êtes dans une produisez en serre. Et il y a un certain nombre de questions qui regardent un petit peu le temps de travail pour chaque étape de la production et de la commercialisation. Et ça va permettre de créer une modélisation. Là, je vous ai mis en fait une diapositive d'une présentation de Simone Vallée de Souza, qui est la chercheuse, la responsable de cette étude, qui fait ce modèle à partir des données d'une ferme. Et le but, en fait, c'est en allant chercher des données d'une centaine de fermes, d'actualiser ces données-là. Mais si vous voyez peut-être pas très bien le graphique, mais en gros, il y a un axe avec les coûts de la main-d'œuvre, un axe avec le nombre d'emballages, c'est-à-dire le nombre d'unités produites. Et puis le dernier axe en vertical, c'est le ratio coût de main-d'œuvre par nombre d'unités produites. Et ça permet en fait d'aller regarder, si vous regardez en fait la ligne, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais la ligne bleue qui se trouve en bas, c'est en fait la ligne optimale pour laquelle, pour chaque quantité de produite, on a la valeur optimale du coût de la main-d'œuvre qu'une entreprise devrait avoir pour être le plus rentable possible. Et donc, ça, c'est juste une modélisation sur une ferme. Et ensemble, on va travailler sur des modélisations sur un grand nombre de fermes. Et notre partenariat inclut en fait le développement de fiches économiques qui seront développées en français et en anglais. Puis on espère aussi l'année prochaine avoir un webinaire qui montrera les résultats de cette recherche. Et puis, je vous laisse avec la fiche économique de production maraîchère en conteneur qui est parue au mois d'août. Et dans les prochains jours, on va paraître cette fiche en anglais également. C'est une fiche assez inédite dans le sens où c'est l'une des premières là, qui va aller regarder des données réelles de production par 6 fermes qui produisent en conteneur, là, des conteneurs avec seulement un conteneur, 1 ou 2 conteneurs. Et ce qu'on voit là dans cette fiche à partir des données collectées, c'est que on démontre en fait que la production en conteneur peut être rentable, qu'il faut compter environ 2 ans pour obtenir un projet mature, que ça prend un petit peu d'expérimentation, notamment sur la mise en marché et la production. Projet rentable, on peut avoir un projet qui a un retour sur investissement d'environ 7 ans. Alors, je vous invite à le lire. C'est une fiche d'à peu près 30 pages avec beaucoup de détails sur les différentes entreprises qui fabriquent les conteneurs et celles qui utilisent les conteneurs pour leur production. Voilà.